Alors, bon, vous voyez mon programme, il tient en 6 minutes. Hein? C'est une question immense de l'archive du document de l'événement et de l'histoire. Simplement pour vous rappeler que l'événementiel est au cœur de la diffusion web, cette fenêtre domestique ouverte sur le monde qui semble prendre le relais tout naturel de l'effet de temps direct que d'autres médias avant lui avaient installé, pensons à la télévision. En effet, une bonne partie du discours de validation des modes d'information hypermédiatiques table sur leur instantanéité et sur la flexibilité du dispositif qui permet la mise à jour constante des informations. Mais si Internet propose un regard en temps réel sur le monde, il permet aussi de conserver et d'archiver l'activité politique, sociale, économique ou culturelle par divers documents qui en deviennent les traces en action, la construisant et la représentant en même temps. Le potentiel de remémoration de l'archive tient de sa valeur de vérité, vous le savez, du moins de sa valeur de vraisemblance. Il implique un protocole de réception auquel le spectateur doit adhérer afin que le récit de ce passé, si récent soit-il, se déploie dans ses pleines potentialités. L'adhésion au contenu du récit, la reconnaissance des documents comme trace de ce qui s'est réellement passé et l'incontournable valeur de vérité attribuée à l'image médiatique sont les fondements de ce protocole. Le document ou l'archive impliquera toujours une mise à distance des événements du passé et ce décalage, si léger soit-il, est ce qui fait l'histoire, car nous le savons, il n'y a jamais d'histoire en direct. Alors, je parlerai rapidement des enjeux de l'archive et du document dans les pratiques artistiques numériques en ayant en tête cette double finalité de l'archive, archive comme activité de production, c'est-à-dire archive comme document, mais aussi l'archive comme stratégie de création, c'est-à-dire archive comme œuvre. Et pour illustrer ce propos, je présente 4 œuvres, nous verrons jusqu'où je me rendrai, de notre répertoire des arts et littératures hypermédiatiques qui est disponible en ligne sur notre site Internet et qui reprennent l'archive comme stratégie narrative ou encore comme mode d'organisation de l'interface. Alors là, je cherche la souris tactile. Oh. Non. Ah ben, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je veux juste retourner. Ah, c'est qu'il faut que tu sortes. Ah, correct. Dans son œuvre emblématique The File Room, Anthony Muntadas avait déjà préfiguré les potentialités narratives de l'archive. Un paradoxe réussi pour une œuvre dont le thème central était celui de la censure, donc de l'interdit de parole. D'abord présentée comme une installation au Chicago Cultural Center en 1994, l'œuvre se déploie comme une base de données évolutive et contributive sur Internet depuis 2001. L'idée motrice de l'œuvre demeure la volonté de redonner une tribune à ces paroles interdites car jugées dangereuses. The File Room s'offre donc comme un travail de mémoire, lequel, sans donner un accès direct au contenu censuré, décrit les cas de censure pour dénoncer les diverses formes de contrôle dans toutes leurs finalités, religieuse, politique et économique. Là, il faut que j'en revienne. Je ne sais pas s'il y a un moyen plus rapide d'animer les sites. Alors, mon deuxième exemple est le site de Diane Achong, Excerpt from an Archive. Je vous montre juste la page d'accueil, qui s'inscrit également dans cette logique de base de données qu'elle livre cependant à partir de petits fragments. Cette œuvre raconte des vies en pièces détachées par le biais d'archives sous diverses formes, photographies anciennes, notes manuscrites, registres de naissance. L'internaute navigue à travers les textes et les images pour reconstituer les bribes de vie autour des personnages qui y sont représentés. L'artiste exploite à la fois la vraisemblance des documents, par exemple la valeur historique des actes de naissance, et leur dimension furtive, car les portraits des personnages échapperont, paradoxe intéressant, à leur saisie globale. Cette œuvre est une mise en scène de la trace et du fragment, de tous ces petits morceaux d'histoire ou d'une histoire, de ce qui reste d'un passage et qui sera toujours à reconstruire dans son incomplétude. Mon troisième exemple. Hop. Je suis un peu impatiente. Mon troisième exemple est le projet web de Michel Théran, A20 Recall, qui se présente sous le modèle de la cartographie d'une mémoire collective autour d'un événement marquant de l'histoire de la ville de Québec, la tenue du Sommet des Amériques en 2001, en ayant recours à des stratégies classiques du récit de mémoire.
Ce sommet a surtout marqué, rappelons-nous, l'imagination de la population locale par ses dimensions paradoxales. En effet, tout en proposant comme objet de discussion principal la zone de libre-échange des marchandises, il a multiplié de manière ostentatoire les dispositifs de sécurité, brimant ainsi la libre circulation des citoyens et des résidents. Le site présente ce qu'il reste du sommet des Amériques. Il montre ce qu'il y a encore à voir, tout en étant l'interface de ce qu'il y a à montrer. Le témoignage et les diverses traces visuelles, photographiques et vidéographiques font l'objet d'une collecte qui se présente comme une archive. À travers sa conception dynamique, le spectateur aura à fouiller dans ses archives pour reconstruire sa représentation, toujours partielle, de l'événement. Mon dernier exemple était... Oui, c'est ça, il est hors ligne, malheureusement. C'est Palabras de Sharon Daniel. Alors, peut-être reviendra-t-il parmi nous un jour. Alors, je dirais en terminant une très courte chose. Retenons de ces exemples que la valeur de vérité attribuée à l'archive devient ainsi l'architecture principale de l'univers représenté. Les artistes y exploiteront la vraisemblance des traces et, par extension, leur portée politique, polémique, mais aussi leur valeur historique.